l'ADN de Vivatech est vraiment de prendre des gens qui sont des porteurs d'innovation, les startups, et de leur permettre de rencontrer des gens qui vont permettre de scaler, c'est-à-dire de développer ces innovations dans le business. Globalement, c'est des grands groupes, mais ça peut être aussi les pouvoirs publics. Eh bien, c'est toujours pertinent, et je pense même que dans le monde dans lequel on est, c'est encore plus pertinent qu'avant. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est une tech qui soit capable de montrer qu'il n'y a pas que le modèle américain ou le modèle chinois, fondé sur un ADN européen. Ce que j'ai envie, c'est que ce soit une tech qui soit utile. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tokaté. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène au cœur de l'un des grands rendez-vous mondiaux de la tech et de l'innovation, Viva Technology. Mon invité du jour est un architecte de l'innovation, un connecteur d'écosystèmes réunissant start-up, grands groupes, investisseurs et décideurs du monde entier. À travers Viva Technology, il orchestre un carrefour unique où se dessinent les grandes dynamiques de notre époque, allant de l'intelligence artificielle au climat, en passant par les enjeux énergétiques, la cybersécurité ou encore la santé. Mais quand on pilote un événement de cette ampleur, une question s'impose. Comment porter concrètement les enjeux environnementaux et sociétaux et surtout, comment concilier impact et business ? Et c'est cette ligne de crête que nous allons explorer ensemble avec François Bitouzé, qui est le directeur général de Vivatech. François, bonjour, bienvenue sur Tokaté. Bonjour, merci de m'accueillir, je suis ravi d'être avec toi. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Viva Technology va souffler ses 10 ans, bientôt. Dis-moi, comment tu te sens à la veille d'un événement comme celui-ci, de ce 10e anniversaire ? Alors, il y a beaucoup de trac. Parce que ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille sur cette édition des 10 ans qui va vraiment être un changement de dimension pour Vivatech. On va être plus grand, plus spectaculaire, il y aura encore plus de business. Donc si tu veux, c'est un peu 2 ans de travail dont on se dit... Ça y est, les gens vont enfin nous dire est-ce que ça leur plaît ou pas. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a aussi, je pense, un sentiment aussi peut-être de responsabilité parce qu'on est dans un moment qui est très important pour la tech. Ouais. Et de se dire, 10 ans après l'ouverture des premières portes de Vivatech, est-ce que 10 ans après, on est à la hauteur de ce qu'on promet à l'écosystème, aux gens qui viennent nous voir. Et je pense que c'est ça qui nous donne envie de nous lever. Et je te cache pas, il y a un petit peu de fatigue aussi. Parce que des fois, c'est un petit peu comme ça. Voilà. En plus, il y a aussi une envie de se dire, est-ce que ce qu'on avait promis il y a 10 ans s'est réalisé ? Comment on se projette après par l'avenir, forcément ? Qu'est-ce qu'on a fait de ces 10 ans ? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Et ça, je trouve que c'est une très bonne... c'est très sain comme approche. Et ce qui nous a beaucoup peut-être surpris quand on a travaillé justement sur ces 10 ans, avec beaucoup de modestie, parce que je veux dire, 10 ans d'un événement, le CES, ils ont plus de 60 ans. Donc ça rend très bien. Mais quand même 10 ans, on s'est dit, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé ? Et on s'est rendu compte que finalement, l'ADN de Vivatech est vraiment de prendre des gens qui sont des porteurs d'innovation, les startups, et de leur permettre de rencontrer des gens qui vont permettre de scaler, c'est-à-dire de développer ces innovations dans le business. Globalement, c'est des grands groupes, mais ça peut être aussi les pouvoirs publics. Eh bien, c'est toujours pertinent, et je pense même que dans le monde dans lequel on est, c'est encore plus pertinent qu'avant. Donc c'est beau, tu vois, de se dire, cet ADN, il est encore là, et simplement, il faut lui donner, 10 ans après, dans ce nouveau monde, parce que c'est vraiment un nouveau monde, mais il y a encore beaucoup de valeur à apporter. Et ça nous fait très plaisir. Je voudrais qu'on parle un peu de ton parcours parce qu'on connaît bien Vivatech. Donc toi, tu es arrivé il y a 8 ans chez Vivatech, si je ne me trompe pas. 2022, un petit peu moins. Ça fait 5 ans. Cette année, c'est ma 5e édition. 5e édition. Mais si on regarde ton parcours, tu es passé du World Innovation Summit for Education au Qatar au rôle de directeur de communication chez Voyage SNCF. Et puis après, tu es passé CIO de Publicis Life jusqu'à Vivatech. Quel regard tu poses sur ton parcours ? Quel sens tu y donnes ? Moi, ce qui m'a un peu surpris quand j'ai eu le plaisir de rejoindre Vivatech, c'est que tout ce que j'ai fait avant, la réalité, c'est que ça partait dans tous les sens. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui se dit, tiens, dans 2 ans, je suis là, et puis après, je fais ça. C'est des rencontres, c'est des personnes, c'est des projets. C'est des projets, puis c'est aussi de la chance, il faut se le dire. Et donc, quand je regardais, et t'es gentil parce que j'ai commencé même avant, parce que plus de 20 ans, et aussi chez Havas, donc il y avait de la communication, de l'innovation, du digital, de l'événementiel. Enfin, franchement...
tu dirais, mais le conseiller d'orientation qu'a conseillé ce mec, il est nullissime. Et en fait, ce qui est vraiment à Vivatech, c'est pour ça que moi, je suis très heureux de cette mission que j'ai aujourd'hui. C'est un des plus grands événements au monde, de l'événementiel. C'est de l'innovation, du digital, de la transformation. C'est ce que j'ai fait chez voyagesncf.com. C'est aussi une réflexion internationale, c'est ce que j'ai pu faire avec le Qatar. Et c'est aussi beaucoup d'enjeux aussi de communication et de business, ce que j'ai fait tout au long de mon parcours. C'est un peu la quintessence de toutes tes expériences. Et donc je dis merci à Vivatech de donner à rebours du sens à ce qu'on n'avait pas du tout. Voilà. Est-ce que, à quel moment l'impact il est entré dans l'équation pour toi? Parce que c'est un sujet aussi. Oui, alors... Il y a eu un déclic en particulier? Alors, du point de vue personnel, c'est il y a très longtemps. Ouais. Je me rappelle, moi, j'ai commencé à travailler stagiaire chez EuroRSCG en 2001. Et en 2002, j'accompagnais à l'époque le président d'EDF qui s'appelait Monsieur Rousselis. C'était en Afrique du Sud, parce qu'il y avait le sommet de la Terre de Johannesburg. Ah oui. Et j'ai découvert justement tout cet univers de la responsabilité, du développement durable que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a... Depuis, je pense que ça m'intéresse, ça me plaît. Et ce qui m'intéresse, c'est à la fois l'enjeu de faire des choses qui vont être positives pour les individus, les sociétés et la planète, c'est quand même le cœur, et d'arriver à le concilier avec des enjeux économiques, parce que souvent l'entreprise est au cœur de tout ça. Donc ça, si tu veux, c'est un peu ma rencontre personnelle. Et chez Vivatech, pour moi, ça a été très important parce qu'il y a un héritage chez Vivatech. Tous les directeurs et toutes les directrices générales qui étaient là avant moi, depuis le premier jour avec nos actionnaires, notamment Maurice Lévy, il y a toujours eu cette idée de se dire la tech, elle doit servir à un peu plus que rendre riches des mecs blancs de la Silicon Valley. Globalement. Et qu'on peut se dire, ça peut créer de la valeur, avoir des valeurs, nous aider sur des sujets clés comme le réchauffement climatique, les économies d'énergie, l'inclusion, la diversité. Donc ça, c'était vraiment au cœur de Vivatech. Et moi, je pense que ce qui m'a intéressé, c'était de se dire, bon, au-delà d'en avoir envie avec les collaborateurs, nos actionnaires et aussi les gens qui viennent à Vivatech, c'est de se dire, comment on le structure? Notamment, ça a été faire ISO 20121. Ça a été aussi de se dire, maintenant, on a des dispositifs pour les CSO. Voilà. Donc, c'est pas moi du tout qui ai initié ça à Vivatech, mais je suis content parce que j'ai l'impression de l'avoir amené à une autre étape, peut-être plus structurée. Et j'en suis très heureux. Que pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, il y en a encore. Tu peux nous expliquer simplement, c'est quoi Vivatech? Alors, Vivatech, c'est... Viva Technologie, on a tendance à couper, à faire court. Alors, attends, je vais te dire quelque chose. Cette année, pour nos 10 ans, on a un petit peu changé la marque. Et c'est vrai, maintenant, la marque, c'est Vivatech. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte... C'est trop long, Vivatech. Ouais, et puis tout le monde dit Vivatech, on s'est dit, bon, allez, des fois, il ne faut pas ramer contre le courant. Donc, Vivatech, effectivement, tu avais bien raison de le dire. Pendant 4 jours, on transforme Paris en épicentre mondial de l'innovation et de la tech. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Vivatech, tu as toutes les parties prenantes de l'innovation. Tu as des startups. L'année dernière, on a eu 14 000 startups. Tu as les grands groupes, tu as les grands leaders, les IBM, Meta, Google, OpenAI, Nvidia, ils sont à Vivatech. Et puis, des grandes entreprises, on a des leaders mondiaux dans à peu près 30 secteurs économiques. Donc, si tu t'intéresses au luxe, tu as LVMH, tu as L'Oréal, tu as Shiseido, tu t'intéresses à l'énergie, tu en parlais tout à l'heure, ça va de Total Energy à EDF, en passant par Eni, Aramco, voilà. Donc ça, c'est dans à peu près 30 secteurs économiques. Et puis, des acteurs publics, on a à peu près une 60aine de délégations de pavillons nationaux. Donc, ça donne à Vivatech aussi un petit air d'expo universelle de la tech. Et ce qui est génial pendant 4 jours, c'est que ces gens-là, qui ne se parlent pas d'habitude, qui ne se rencontrent pas d'habitude, voire même qui parfois s'ignorent bien volontiers, et bien là, ils sont ensemble dans un truc porte de Versailles et on secoue le plus vite possible pour créer de l'inspiration, des nouveaux partenariats et surtout du business pour que l'innovation, elle se développe et elle se répande. C'est ça qui se joue dans les couloirs de Vivatech, quoi. Exactement, c'est de l'innovation à tous les étages pour tout le monde. Avec business très important, mais aussi pas parce que c'est l'activateur de l'innovation. Qu'est-ce qui vient
à Vivatech, et qu'est-ce qu'ils viennent voir, eux? Parce qu'on parle beaucoup de ceux qui exposent, mais les gens qui viennent, qu'est-ce qu'ils viennent voir? Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ce qu'ils attendent de nous, je pense, c'est 3 choses. D'abord, ils viennent nous voir, c'est pas nous qui viennent voir, Ouais. ils viennent voir... C'est pas vous, l'équipe de Vivatech? Non, mais on est très humble là-dessus. Ouais. Ils viennent voir des innovations. Ouais. Parce que les 14 000 startups dont je te parlais, tous ces grands groupes, etc., ils viennent avec leurs innovations, avec des premières mondiales, avec des exclusivités. Et donc, ça veut dire que quand tu viens à Vivatech, tu vas découvrir la petite start-up qui te raconte comment on fait de la fusion nucléaire, alors qu'aujourd'hui, on pense que ça va encore prendre 30 ans. Tu vas découvrir une start-up japonaise qui va présenter un bras robot pour des gens qui ne peuvent plus se mouvoir. Et ça, c'est à Vivatech et tu le trouveras nulle part ailleurs. Donc, premièrement, les innovations. Peut-être au CES, non? Allez, je le mets exprès. Non, mais tu as raison. Mais et je pense d'ailleurs qu'on est extrêmement complémentaires du CES parce que nous, on est B2B. Oui. Et le CES, c'est plutôt consumer. Oui. Donc, par exemple, quand Samsung vient au CES, ils viennent avec leur dernier téléphone, avec l'écran patati patata. Quand ils viennent à Vivatech, ils viennent avec tous leurs produits, toutes leurs offres d'innovation pour les entreprises. Et c'est ça... Votre différenciation. C'est ça notre différence. C'est pour ça que des fois, les gens me disent « Ah, le CES, vous tirez la bourre. » On se tire la bourre parce qu'on est dans la même cour, mais on s'aime beaucoup, parce qu'on est très complémentaires. Ce qui fait la spécificité de Vivatech, c'est qu'on est un lieu où 44% de nos visiteurs, c'est des décideurs. Donc, ce n'est pas des bailleurs, ce n'est pas des acheteurs, c'est des décideurs. Donc, c'est des CEO, des CTO, des CMO, etc. Donc, c'est quand même un endroit où les gens, ils viennent pas... c'est pas la foire de Paris de Lino, tu vois. Ils ont une petite idée derrière la tête. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ouais. Et la troisième, qui est très importante pour nous, ils viennent pour comprendre ce qui va être essentiel pour eux pour prendre des décisions stratégiques pour leurs entreprises, leur business, sur les 6-12 mois à venir. Nous, on n'est pas... Ah oui, donc c'est important. Voilà, c'est hyper important pour eux. Et surtout, je le dis souvent, nous, on n'est pas là pour vous dire qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans, on va vivre comme dans Matrix, on va aller sur Mars. Nous, peut-être, mais ce n'est pas notre sujet. Ouais. Notre sujet, c'est, vous êtes des décideurs business. Qu'est-ce qui peut, impacter mon business model, quelle innovation peut complètement transformer mon secteur et que je dois l'avoir en tête, et ben ça, c'est à Vivatech que je trouve, aussi avec des super speakers, tous les gens, des gens extraordinaires. Oui, c'est vrai que la programmation est assez dingue, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Moi, je voudrais que tu me dises, finalement, une fois que tu as répondu à ça, c'est quoi, quelle tech tu souhaiterais vraiment pour demain et finalement, pour qui cette tech ? Ah, c'est une question. Alors, en même temps, si je le savais très bien, je ferais ma start-up et puis je serais plus DG de Vivatech. Non, trêve de plaisanterie. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est une tech qui soit capable de montrer qu'il n'y a pas que le modèle américain ou le modèle chinois. Peut-être que c'est d'ailleurs une tech qui serait, fondée sur un ADN européen. Ce que j'ai envie, c'est que ce soit une tech qui soit utile. Oui. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont passionnantes avec l'intelligence artificielle, mais qui soient capables de concilier à la fois une utilité, un intérêt pour les gens, les sociétés, la planète, et aussi pour le monde de l'entreprise. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on a quelque chose dont on sera assez content, peut-être pour les 20 ans de Vivatech. Tu vois. Pour les 20 ans de Vivatech. Alors, on le sait, hein, organiser un événement de cette ampleur, c'est pas neutre. C'est difficile de ne pas poser la question de son impact, évidemment. Alors, justement, c'est quoi, chez Vivatech, les grands enjeux en matière d'impact ? Nous, nos grands enjeux, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui sont au niveau de l'entreprise et de l'événement, parce que tu as raison de le dire. Oui. Un événement, tu vois, il y a 180 000 personnes qui sont venues l'année dernière. À peu près la moitié n'habitent pas à Paris. Donc, tu vois, c'est des transports, des choses comme ça. Oui. L'événement, il faut regarder les choses en face. C'est pendant 4 jours, on va monter des stages, des scénographies, des choses. Et quand on ferme les portes, c'est fini. Donc, si tu veux, sur le papier, on pourrait je pense que l'événementiel est une industrie très polluante et pas très vertueuse. Donc nous, déjà, on a un premier sujet, c'est se dire comment on fait ça un petit peu mieux, de façon à pouvoir se regarder le matin ou le soir dans la glace. Donc ça, c'est notre premier enjeu. Notre deuxième enjeu, c'est vraiment faire toute la place possible
aux startups, aux innovations qui viennent s'intéresser à ces sujets d'impact. Nous, on n'est pas de ChangeNet. C'est-à-dire Bien que sûr. la programmation de Vivatech n'est pas à 100% sur ces sujets-là. Mais c'est de se dire, par contre, il y a la cyber, il y a le cloud, il y a la health tech, la govtech, la deep tech. Comment on est sûr aussi que les questions de green, de responsabilité soient mises en avant. Donc ça, c'est notre deuxième sujet. Ouais. C'est une vraie responsabilité. Et puis troisièmement, si à notre humble mesure de nos 4 jours, on est capable aussi peut-être de participer à ce que la tech soit un petit peu plus vertueuse, et on le fait volontiers. Donc, des choses sur notre entreprise elle-même pour la rendre plus vertueuse. Deuxièmement, mettre en avant ceux qui font une tech utile et responsable. Et troisièmement, essayer de faire de la pédagogie et de faire un petit peu aussi évoluer la tech elle-même. Alors, 2 sujets, environnement et inclusion. Sur la côté environnement, on a compris, il y a déjà une partie... comment vos stages se sont recyclés. Donc, on travaille sur la question du recyclage. On travaille sur la question aussi, certainement, des transports. Mais c'est plus compliqué de travailler sur des... Vous avez fait un bilan carbone? Oui, on fait tous les ans un bilan carbone depuis qu'on est ISO 20121. Et évidemment, nous, le transport, c'est 80% de l'impact carbone. Et donc, on a tout un travail. Tu vois, quand les gens vont venir à Vivatech, déjà, dès qu'on sait qu'ils vont venir, on leur envoie des conseils. Donc, on leur dit, si vous êtes dans l'Europe du train, peut-être que vous pouvez venir en train plutôt qu'en avion. Si vous venez en avion, tu vois, un Japonais... c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Donc nous, on met en avant aussi des startups qui font de la compensation carbone, des choses comme ça. Alors je sais qu'il y a plein de débats, est-ce que c'est bien ou pas? Je le sais. Mais néanmoins, tu vois, c'est comment nous aussi, on laisse pas simplement les gens en se disant t'es japonais, tu dois prendre l'avion, donc on s'en fiche. Donc comment on accompagne ce genre de choses? Voilà. Oui, ça c'est des leviers d'impact que vous avez mis en place, donc à la fois sur la partie environnementale, sur la partie inclusion, on va en revenir après, mais je voudrais que tu me parles, tu viens de nous dire, on est ISO 20121. Oui. Tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et du coup, quels sont les axes sur lesquels ça appuie? C'est pour les événements en fait. Oui, bien sûr, en fait, c'est une norme mondiale. Exactement. ISO, il y a plein de normes et celle qui concerne nos métiers de l'événementiel, c'est ISO 20121. Donc ça a été lancé, moi, juste avant que j'arrive, et c'est en 2023 qu'on a eu ce label, cette norme. On était super contents, vraiment. Ça a été à la fois une fierté parce que ça racontait qu'on fait les choses ça raconte pas si mal les que ça. efforts, en fait, Exactement. La résilience. Et surtout, ça a été vraiment une aventure de toute l'entreprise. Nous, on est une petite structure. À l'époque, on devait être à peine 30. Et vraiment, tout le monde avait envie, tout le monde s'est battu pour que ce soit possible. Et quand on l'a su, on a fait une super fête et il y a eu beaucoup d'émotions. Non, mais très sincèrement. Avec des bouteilles consignées. Oui, tout à fait. Et du local. Est-ce que ce 20121, qu'est-ce que ça a apporté concrètement d'aller chercher ce label pour toi? Alors, par la fierté, on a bien compris, il y a un côté de très fierté. Non, mais fierté, c'est pas... Évidemment, puis après, il y a quelque chose... malins, mais c'est surtout qu'on est content de l'obtenir, parce que c'est pas exactement, évident. Parce que tu sais, c'est comme quand tu passes un diplôme, tu peux dire, on l'a fait. C'est quand tu... exactement. C'est des labels c'est exigeant, tout ça. Nous, ce que ça nous a permis de faire, ce qu'on faisait de manière... pas forcément très organisé, on s'est dit, ça nous structure. Donc, tous les ans, il y a des audits, tous les ans, on s'améliore, il y a des plans internes sur le long cours, il y a de la documentation qu'on a produite, il y a aussi des questions de qui fait quoi sur ces sujets au sein de Vivatech, et ça a été très bien. Et je pense aussi que en consolidant d'un point de vue entrepreneurial, ce sujet-là, ça nous a permis d'être plus efficaces, vraiment pour ce qui sort de ce que je disais, notre événement, pousser la tech à être meilleure et mettre en avant. Et ça, je pense que c'est très utile. Tu vois, c'est un peu comme quand tu mets un tuteur pour une plante, alors elle pourrait pousser sans le tuteur, mais ça l'aide quand même bien. Donc, c'était très, très vertueux, vraiment. C'est assez vertueux parce que pour le coup, ça vous oblige à penser à votre gouvernance, sans laquelle on parlera après, mais aussi à mettre une feuille de route avec des objectifs et donc à vous pousser, j'imagine, vers une amélioration continue. Exactement. Nous, c'est notre objectif. C'est de dire comment est-ce que le développement de Vivatech, parce qu'on espère bien, on n'a pas prévu que les 10 ans, ce soit la fin de l'aventure, eh bien, ça s'accompagne aussi
d'une progression sur un certain nombre de sujets et d'items que je racontais pour qu'on soit toujours meilleur et qu'on s'améliore. Mais si tu veux, c'est un sujet parce que 2025, on était 180 000. L'année d'avant, on était 165 000. On verra combien on est cette année, mais évidemment, on va progresser. Mais si en progressant, en accueillant toujours plus de monde, toujours plus de partenaires, de stands, on est moins vertueux, moins responsable, là, on rate quelque chose. Est-ce que du coup, ça vous oblige aussi à peut-être à échanger avec vos parties prenantes vos stands, vous y réfléchissez, eux, les leurs, parce que j'imagine qu'ils en ont aussi, qui viennent avec un certain nombre d'éléments pour pouvoir façonner à leur image, leur stand. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous pouvez aussi les sensibiliser et embarquer ce qu'on appelle la chaîne de valeur qui arrive derrière, souvent l'événement? Ça marche. Vous pensez à ce genre de sujet-là? Oui, bien sûr. Parce que nous, tu vois, cette année, pour les 10 ans, on va avoir à peu près 70 000 mètres carrés occupés. Évidemment, la partie qui est, entre guillemets, faite par Vivatech, c'est tout petit. C'est peut-être, si c'est 7, 10 000 mètres carrés max, c'est le maximum. Le reste, c'est des partenaires, c'est des startups, etc. Donc là-dessus, nous, on n'a pas les clés. Par contre, notre job, c'est de leur dire, quand vous venez à Vivatech, il y a un certain nombre de règles à respecter. Nous, on leur dit, par exemple, vous devez déclarer votre impact carbone. On doit avoir un bilan carbone de chacun de nos partenaires. Parce que pour mesurer vous-même, vous avez besoin d'avoir ce... Exactement. Mais toi, il y a des gens, quand on leur a demandé la première fois, ils ont dit, attendez, nous, on le fait pas, etc. Et on leur a dit, si, il faut le faire pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi leur donner des outils. Donc, parce que des fois, tu as des événements, les gens, c'est terminé, ils foutent tout à la benne. Nous, on a mis en place, et je vais te dire, ça nous coûte de l'argent, un système de collecte des déchets pour pouvoir les réutiliser, de pouvoir les recycler, les donner à des assos. Bon, voilà, c'est à chaque fois la même chose. On exige des choses d'eux, mais par contre, on leur donne aussi les moyens de faire les choses comme il faut. On parlait de gouvernance. En termes de gouvernance, qui pilote ça? Qui pilote le sujet? Alors toi, évidemment, tu le portes. On l'a bien compris, c'était un sujet qui était important pour toi. Et c'est d'ailleurs une des clés, souvent des réussites dans les entreprises et pour n'importe quelle structure entrepreneuriale, d'avoir évidemment le directeur qui porte le sujet. Mais tu as une équipe, comment ça fonctionne? Nous, on a tranché un dilemme qui est celui de toutes les entreprises, c'est: est-ce que c'est centralisé quelque part ou est-ce que c'est partout? Oui, c'est toujours la question. C'est toujours la question. Donc on te dit, si c'est centralisé, tu as des gens qui bossent, mais les autres, ils s'en foutent. Ou alors quand c'est partout, en gros c'est partout, c'est que c'est nulle part. Nous, on a décidé de créer une équipe. On a une équipe de 3 personnes qui est aujourd'hui reliée au secrétariat général de Viva Technologies. Et ce qui m'intéressait, c'était que ce secrétariat général, c'est aussi là où j'ai tous les enjeux de finance, des choses comme ça. Et pour moi, pour que l'impact soit stratégique, il fallait vraiment le mettre avec les sujets clés de l'entreprise, c'est-à-dire la finance, au le même BP. titre que tous les autres sujets. Hyper important pour moi. Voilà. Donc, on a fait ça. Et ce qui nous sauve il y a juste une équipe et les autres s'en contrefoutent, parce que des fois, c'est ce qui arrive, c'est que souvent, toute la le boîte... directeur impact rame pour embarquer tout le monde. C'est un peu ça. Il fait son rapport annuel, tout le monde est content. Et voilà. Non, mais nous, on a énormément de chance. C'est-à-dire que tu es gentil parce que tu dis c'est le directeur général, mais c'est surtout les collaborateurs. Aujourd'hui, on est 60. Les gens sont très mobilisés là-dessus. C'est eux qui sont porteurs. Tout ce qu'on a fait avec ISO 121, ça vient vraiment des équipes. Et du coup, cette équipe impact, elle est là pour cadrer, accompagner un mouvement, mais vraiment, ils ne traînent pas un âne mort, quoi. Tu vois, voilà. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, elles viennent pour peut-être upgrader ou ramener des infos supplémentaires pour que les équipes soient au courant par rapport à chacun de leur métier. C'est comme ça, finalement, que ça marche le mieux. Et nous, dans chaque équipe, tu vois, ce qu'on a maintenant, c'est on a des ambassadeurs RSE. On a aussi, dans les objectifs annuel, donc c'est pas juste quand on se parle de temps en temps, c'est dans les objectifs annuels pour tout le monde, les enjeux d'impact sont intégrés. Voilà, donc on regarde aussi ça si on y arrive pour voir les primes à la fin de l'année. Donc c'est pas du tout... Ah oui, donc ça fait partie évidemment de la rémunération aussi.
Quelles sont vos principales parties prenantes? Parce que là, on parle de collaborateurs, mais il y en a d'autres, et vous êtes nombreux. On peut en parler un petit peu. En fait... si on parle déjà des partenaires, on a aussi les échos. Moi, dans mon rêve absolu, j'aimerais te dire, j'ai 180 000 parties prenantes, parce que j'aimerais tous qui soient à fond là-dessus. C'est pas le cas. Non, mais quand même, mes parties prenantes, j'ai mes 2 actionnaires. Qui sont assez forts. Voilà, les Échos Parisiens, qui est dans le groupe LVMH, et Maurice Lévy, voilà. Donc, c'est des gens pour qui ça compte, c'est des grands groupes. Donc, qui font déjà eux-mêmes des politiques. Et qui nous challenge, parce que je peux te dire que chez LVMH, on n'a pas envie que l'événement de la tech, ils foutent en l'air toute leur politique RSE, donc c'est exigeant, j'ai ça. Bien sûr. Comme on l'a dit, les partenaires, et donc c'est les accompagner, mais si tu veux, la bonne nouvelle... c'est qu'on n'est pas dans un monde manichéen où nous, on serait les gentils qui essayons de faire de l'impact et les partenaires qui n'ont pas envie. C'est pas vrai du tout. Nos partenaires, ils sont très très forts. Eux-mêmes, ils ont des contraintes. Je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces entreprises qui ont intégré les enjeux d'impact dans dans le procurement, dans les achats, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Et puis on a effectivement, les startups, nos visiteurs, tout ça, c'est nos parties prenantes. Et donc, ces parties prenantes, forcément, elles ont des attentes. Est-ce que, par moment, il y a des attentes qui sont contradictoires avec cet engagement que vous avez pris en partie sur la partie RSE? Et du coup, comment vous arrivez à arbitrer? Ah oui, des fois, il y a des... Mais même avec l'interne, des fois, on n'est pas d'accord entre nous. On se pose beaucoup de questions, on en débat. Quand tu as autant de parties prenantes, des fois, il y a des frictions. Donc, je te donne un exemple. On a eu des fois des sujets entre des grands acteurs de la tech, hyper intéressants, mais en même temps qui peuvent ne pas être exemplaires ou poser cette question-là. Et avec des gens qui nous disaient, mais alors attendez, vous les invitez eux, comment ça se passe, etc. Mais ça, je veux dire, c'est bienvenu dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel, où si tu n'invites que les gens qui sont parfaits, tu t'invites même pas toi-même. Donc déjà, t'es tranquille. Donc c'est toujours... une vraie discussion avec l'interne. On a monté aussi un comité éthique pour être capable de prendre des décisions. Nous, ce qui est très important, et à nouveau, on n'est pas Change Now, c'est de se dire, d'abord, on est l'événement de référence en Europe pour la tech. Donc ça, c'est quand même la promesse pour nos visiteurs. Donc si à un moment, je leur dis, il n'y a pas machin parce qu'il n'est pas vertueux, ils vont me dire, François, c'est super, mais moi, sur l'IA, peut-être que ce qu'ils font, ça m'intéresse. Voilà, donc on fait très attention à ça, à ne pas se tromper de combat. D'accord ? Deuxièmement, on a un certain nombre de règles autour de... tu vois, il y a des normes internationales, il y a des entreprises ou des États voyous donc, qui ne viendront jamais à Vivatech. Voilà, donc déjà, ça nous aide. Il y a quand même une petite charte éthique sur laquelle vous êtes dit, là, sur ces enjeux-là, on n'y va pas, sur ces acteurs-là, on n'y va pas. Ça, c'est impossible et il n'y aura pas de discussion. Et puis après, il y a des espèces un peu de zone grise. Des fois, on avance, des fois, on se trompe. Il y a des discussions. Tu vois, l'année dernière, Chine devait venir. Donc, quand on l'a annoncé, ça a vraiment toutes nos parties prenantes RSE ont dit non mais vous êtes des maboules, qu'est-ce que vous faites, etc. Et donc on a dit attendez, Chine, ça va pas, ça dépasse par rapport à ce que sont nos limites, voilà. Donc c'est pas bien, c'est ce que nous disent nos parties prenantes. Donc on a dit vous viendrez pas à Vivatech cette année. Si tu veux, je pense que tout est tellement compliqué, subtil, il faut aussi se donner le droit de te planter, de dire désolé, ça a raté, voilà. Mais à chaque fois, on essaye toujours de sortir par le haut avec cet enjeu de la tech qui est important pour nous. Oui, ça n'empêche pas d'inviter certains acteurs qui sont peut-être un peu moins contradictoires, en tout cas moins polémiques que peuvent être Shine, mais aussi de les emmener sur ces sujets-là. Et du coup, votre part, c'est presque d'aller les embarquer sur des sujets tels quels, petit à petit, planter la petite graine pour que ça continue à évoluer. Ça fait partie d'un travail de pédagogie. Bien sûr. Et tu vois, on parlait tout à l'heure des enjeux de l'énergie. C'est évidemment très compliqué. Enfin, tu vois, dès qu'on parle de pétrole, de choses comme ça, tu te dis, oui, RSE. Mais il y a deux choses. C'est, premièrement, si nous, on veut être l'acteur majeur de la tech, et notamment de la transformation de l'énergie grâce à la tech, si tu n'as pas ces acteurs, tu passes à côté. Enfin, je veux dire, faut attirer là-dessus. Deuxièmement, par contre, il faut le faire, mais
sans compromis et sans compromission. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important. Et je te donne un exemple. Ouais. Il y avait eu, il y a pas mal de temps, des discussions autour de est-ce que Total Energy doit être à Vivatech ou pas. Nous, on pense que oui, parce que leur place dans le secteur et ce qu'ils font d'ailleurs dans l'énergie, ça doit être regardé de près. C'est extrêmement intéressant. Mais l'enjeu, c'était peut-être aussi de se dire, c'est pas un blanc-seing. Et donc, du coup, on a monté une discussion mais passionnante entre Patrick Pouyanné, donc le patron de Total Energy, avec John Kerry. Donc, si tu veux, c'est de très bon niveau, mais c'est là où nous, on fait le pari de l'intelligence. Patrick Pouyanné, c'est un mec, il est brillantissime. Quand tu le mets avec John Kerry, je ne sais pas si dans la salle, à la fin, tu es ou pour l'un ou pour l'autre, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet, mais au moins, tu as compris des choses, tu t'es fait ton opinion. Et après, fine, tu vois ? Oui, je comprends bien. Comment les enjeux d'impact, elles s'intègrent de manière stratégique dans le développement ? Vous posez à quel niveau ? Alors que même que l'événement grandit très vite. Donc, comment tu vas réussir à le mettre dans ta stratégie à venir ? Des fois, en se faisant des nœuds au cerveau. Je te donne un exemple. Nous, on a décidé que d'ici 2030, on aurait réduit de 25% l'impact carbone par visiteur de Vivatech. Sachant que notre idée, c'est quand même d'avoir plus de visiteurs d'année en année, mais on n'aura pas plus 25% entre maintenant et 2030. Non, ça, je peux te... Même s'il se passe beaucoup de choses positives. Ça veut dire que nous, on s'engage aujourd'hui qu'en 2030, l'impact carbone de chacun de nos visiteurs soit plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Et alors, du coup, vous avez une idée que vous allez faire ou c'est encore c'est l'intérêt d'ISO 27021. C'est tu te fais tout un parcours pour y arriver. Donc, c'est du travail sur les solutions que tu utilises, sur le reuse, c'est ce genre de choses. Et je vais te dire, c'est passionnant. Des fois, en tant que DG, tu te fais des nœuds au cerveau parce que tu te dis, alors ça, ce serait super bon pour le carbone, enfin, pour réduire le carbone, mais ça coûte une blinde. Qu'est-ce que je fais ? C'est là l'enjeu. C'est aussi là l'enjeu. Oui, mais on va pas se cacher. Il y a quand même un enjeu. Puis si c'était simple, tout le monde le ferait. Mais du coup, nous, des fois, on se dit, peut-être pas cette année, mais l'année d'après. Mais en tout cas, on ne lâche jamais l'affaire. Ça reste au cœur de vos décisions, quoi qu'il arrive. Sinon, on n'est plus ISO 20121. Donc, si tu veux... Alors après, on pourrait se dire, on s'en fout, on n'est plus ISO 20121. Peut-être qu'un jour, il y aura un autre ou une autre DG de la Vivatech qu'on n'aura plus rien à faire. Moi, ça compte et c'est important. Est-ce que ça crée de la valeur à cet événement, finalement ? Oui, je pense. Je pense que ça crée de la valeur parce que, tu vois, on s'est rendu compte depuis un an, avec l'arrivée de Trump, deuxième mandat, et beaucoup d'acteurs de la tech qui ont dit du jour au lendemain, allez, nous, l'inclusion et la diversité, on s'en fiche. Les questions de l'environnement, en fait, ça nous contraint, peut-être qu'on pourrait faire sans. Et voilà. Et nous, à Vivatech, on a continué de travailler sur ces sujets, de les mettre en avant. Enfin, vraiment, on n'a pas tourné Kazakh. Ça représente combien de pourcents de la programmation quand on parle de ces sujets-là ? Tu as une idée ? Aujourd'hui, dans le programme 2026, ça va être à peu près entre 10 et 15% du programme de nos stages qui est dédié à ça. Donc, c'est Green Tech, mobilité, énergie. Et évidemment, après... Inclusion diffus dans les autres sujets. Et alors, inclusion, diversité, par exemple, on le traite un tout petit peu différemment parce qu'on va le traiter dans les enjeux sur le travail. Et surtout, nous-mêmes, on s'engage à ce qu'il y ait 50% d'hommes et 50% de femmes sur nos stages. Alors, on n'y arrive pas toujours. On est plutôt à 45 en ce moment. Mais ça, c'est on le fait. C'est un vrai enjeu parce qu'effectivement, de donner une visibilité aux acteurs femmes de la tech, qui, on sait, est un vrai sujet. Ça se travaille à la fois aussi, évidemment, sur vos stages, mais j'imagine aussi avec les étudiants, les sensibilisations. Et ça, je pense que vous Et le grand public. Le grand public. Nous, on a une spécificité, et ça, depuis le premier jour de Vivatech. Vivatech, c'est du business, c'est B2B. Mais le dernier jour de Vivatech, qui est le samedi, on ouvre nos portes au grand public. Donc, les étudiants, les petits, les seniors, les familles, tout le monde peut venir voir Vivatech parce qu'on considère que c'est trop important pour qu'il n'y ait que les mecs en costard qui voient la tech. Donc ça, c'est important. Et ça nous permet notamment, auprès des jeunes filles, parce que tu sais qu'elles souvent, elles se disent « la tech, c'est pas pour moi ». Auprès aussi de jeunes qui, des fois, tu vois, c'est des jeunes de banlieue, ils disent « mais la tech, c'est pas pour moi, voilà, j'ai pas fait d'école d'ingénieur ». On leur montre que c'est possible. Les seniors, bien sûr, ils disent « non mais attends, c'est une autre époque ». On dit « si, vous pouvez même monter vos startups ». Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet particulier dans l'inclusion qui touche particulièrement ?
plus qu'un autre les femmes, peut-être ou... Oui, la question des femmes, quand tu vois que quand même, tu as les fondatrices, on dit founder, donc je ne sais pas très bien comment tu dis vraiment. Tu en as moins de 15% dans la tech en général, mais c'est pas possible. Quand on parle des levées de fonds, on n'en parle même pas. Il n'y a plus personne. Il y a 2%. On a beaucoup travaillé avec une initiative qu'on aime bien qui s'appelle la Femtech. Ouais. La Femtech, donc c'est dans le monde entier, c'est comme tu as la Health Tech, la GovTech, etc. C'est des femmes, ça peut être aussi des hommes qui disent on va utiliser l'innovation pour améliorer la santé, le bien-être, la condition des femmes. Et alors, je te conseille un jour, Delphine Mouline, qui est la patronne de la Femtech France, invite-la, elle va te raconter des choses, mais c'est honteux. Des situations où elle est venue faire des levées de fonds et des hommes en face, des investisseurs lui disaient « Non, mais on va pas vous donner d'argent parce que vous voulez qu'on se débarrasse des hommes. » Mais où on est? Et je peux te garantir que Delphine Mouline, elle veut pas que les hommes disparaissent de la Terre. Donc, honteux. Oui, c'est assez... Voilà. Oui. Donc, ça, c'est... assez... Non, mais n'importe quoi. Donc ça, si tu veux, ce genre de choses, voilà. Moi, personnellement, il se trouve aussi que je suis gay. Donc, tu vois, toutes ces questions d'égalité, elles sont fortes. La question des femmes, c'est vraiment quand même la priorité dans la tech. Ouais. Oui, ça reste un des enjeux assez forts. Alors, je voudrais qu'on regarde un petit peu la question des tensions. On l'a un peu évoqué, mais quand il y a business et impact, on l'a bien compris, ça ne va pas toujours de pair. C'est plutôt compliqué. Comment tu arbitres, toi, concrètement, quand ça coince vraiment très fort? C'est qui arbitre? C'est toi? C'est toujours le comité d'éthique ou... Alors, nous, notre système, c'est... On a... n'importe qui dans l'entreprise peut dire... Tiens, il y a tel dossier qui arrive, je m'inquiète, ou je suis pas d'accord, ou ça me plaît pas. Ça remonte en comité de direction, donc on en discute. Si on voit qu'on se met pas d'accord, c'est le comité éthique qui prend la main. Et si le comité éthique se met pas d'accord, c'est moi en tant que directeur général. C'est toi qui tranche. Alors, j'espère que ça arrive pas trop souvent parce que c'est pas le plus cool. Ça arrive pas très souvent, mais c'est pas parce que je suis plus intelligent, plus génial. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut. C'est juste à un moment, il faut aussi que la personne qui doit prendre la décision, c'est elle qui est la responsable de l'entreprise, parce que ça peut vouloir dire se mettre mal avec un partenaire, ça peut vouloir dire aussi mettre mal du business de notre entreprise à nous, donc il faut que ce soit moi, ou ça peut être aussi dire je vais faire prendre un risque à l'entreprise en acceptant cette situation. Donc c'est important que ce soit moi. Oui, c'est toujours une question de mesure de risque. Mais normalement, quand ça arrive à moi, c'est que ça veut dire que le CODIR s'est pas mis d'accord, ça veut dire que le comité éthique s'est pas mis d'accord. Bon, c'est déjà arrivé ou pas? Oui, c'est arrivé, ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on ose demander pour quel sujet ou pas? Tu vois, Shein, dont on s'est parlé, tout à fait. Voilà. Effectivement. Alors, quelle ambition finalement en matière d'impact vous avez pour les prochaines années qui vont arriver? On a fait 10 ans, vous avez structuré, vous avez posé beaucoup de sujets, que ce soit environnementaux et sociétaux et sociaux. La prochaine étape, c'est quoi? Alors, déjà, on a notre cap d'ici 2030 des moins 25 sur chaque visiteur. Et donc ça, c'est important. Je pense vraiment que depuis un an, Vivatech est dépositaire d'une certaine idée de la tech, où justement ces enjeux d'impact et d'environnement, d'inclusion de diversité, ne trouvent plus refuge ailleurs dans le monde. Et ça, c'est une vision très européenne, dont on est très fiers. Nous, ça, c'est notre ADN. Ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent, que les autres s'en fichent. Mais on a vraiment, nous, maintenant, des visiteurs internationaux qui nous disent on compte sur vous pour continuer. Cette année, on a un Impact Village. On a créé des Tech for Change Awards. On fait cette année un sommet pour les CSO. Voilà. Ça, on se sent dépositaire de quelque chose, mais parce que les gens nous c'est confient. Une attente forte de vos parties prenantes. Et tout à l'heure, tu me posais la question de est-ce que ça crée de la valeur? Ma réponse, c'est oui, parce qu'en faisant ça, les gens ont encore plus envie de Vivatech, ils viennent plus nombreux. Donc, si tu veux, pour nous, c'est très important. Alors, il y a une question centrale qu'on n'a pas encore abordée et que je vais laisser... à une invitée surprise te poser. Qu'on aime bien dans Tokaté inviter des personnalités qui connaissent nos invités et qui leur posent des questions surprises. Et donc, on écoute Julie Ranty. Hello François, c'est Julie. Ma question pour toi, c'est comment est-ce que tu vas faire vivre dans les prochaines années un des points clés de la mission de Vivatech, qui est de soutenir notre écosystème tech français et européen.
Je pense que c'est un engagement qui est plus important que jamais pour renforcer la souveraineté européenne. Et je sais que ce sujet te tient à cœur autant qu'à moi et que tu auras plein de bonnes idées comme d'habitude. Hâte de fêter les 10 ans de Vivatech avec toi dans quelques semaines et de découvrir tout ce que vous avez préparé. À très vite! Voilà Julie Ranty qui est donc l'ex-directrice générale de Vivatech, dont tu as fait la succession. Alors dis-moi, cette question qu'elle pose, qui est assez importante aujourd'hui, qui est centrale. Et alors je suis très heureux d'avoir cette question de Julie parce que vraiment... cette histoire de Vivatech aussi, toi, d'un point de vue entrepreneurial, c'est des gens qui se transmettent quelque chose et on a tous travaillé dans la continuité. Je suis très heureux parce qu'on continue de beaucoup se voir avec Julie. Qui est maintenant cofondatrice de Pollen, qui est extraordinaire. Voilà, et j'espère que tout ce qu'on fait est à la hauteur de la vision qu'elle avait. Enfin, pour nous, c'est important. Petite parenthèse. Souveraineté. Oui, la souveraineté. Alors, ce qui est pas passer à côté. Non, mais ce qui est génial, c'est je pense qu'il y a encore 3 ans à Vivatech, tu aurais dit le mot souveraineté. Mais non, mais attention, on est dans un monde globalisé, patati patata. Et aujourd'hui, c'est le sujet pour tout le monde. Trump a changé la donne. Trump a changé la donne. La Chine avait déjà lancé le sujet, mais... La Chine, le monde, il y a plein de choses qui se jouent là-dessus. Alors, nous, on est un événement mondial, mais évidemment, on est d'abord européen. Et nous, notre sujet, c'est quand même de se dire comment est-ce que l'écosystème européen et évidemment français, il profite de Vivatech. Donc c'est en le connectant encore plus avec des investisseurs, avec des clients dans le monde entier. Parce que le nerf de la guerre, si on veut que nos entreprises de la tech et de l'innovation, elles se développent, il faut leur apporter des clients et de l'argent. Donc ça, c'est la première chose. Oui. Deuxième chose, c'est les aider pour faire entendre leur vision auprès notamment des instances européennes. Tu sais qu'il y a énormément de sujets autour de la régulation, autour de sujets aussi comme le Buy European, c'est-à-dire attendez, il y a des solutions, on n'arrête pas de dire qu'on n'est pas souverain, mais peut-être que les États les premiers pourraient acheter des solutions européennes. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième, moi j'y tiens énormément, c'est peut-être aussi être capable de les titiller, de les challenger un peu sur justement qu'est-ce que c'est que cette histoire de souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, la souveraineté. » De toute façon, c'est comme la fin dans le monde. Il n'y a personne qui est pour. C'est comme la guerre. Personne n'est pour. Enfin, sauf qu'aujourd'hui, il y a peut-être déjà un peu plus. Bon, bref. Trêve de plaisanterie. Voilà. Mais c'est de se dire, est-ce que demain, c'est de se dire, on sera 100% avec des solutions européennes? Alors, si c'est le cas, accrochez-vous au rideau, les amis. Est-ce que les solutions européennes sont à la hauteur de ce qu'on attend? C'est une vraie question. Et puis, combien ça coûte? Les entrepreneurs, quand ils travaillent avec des solutions américaines ou chinoises, c'est pas des masochistes. Enfin, je veux dire, ils se lèvent pas en disant « je vais aller contre la souveraineté ». C'est qu'il y a bien quelques raisons. Oui. Donc, comment on accompagne ça? Et puis, ce qui est très important pour moi, c'est de se dire, il y aura peut-être pas de souveraineté au sens de... je veux dire, Nvidia sera pas français demain, il n'y aura pas un Nvidia polonais, il n'y aura pas un Nvidia allemand, c'est pas le sujet. Mon sujet pour moi sur la souveraineté, c'est de se dire comment notamment sur l'IA, on va être au cœur de la création de valeurs concrètes. Parce que les puces, les LLM, tout ça, il y a quand même beaucoup de chances pour que demain, ça devienne des commodités. Et tu le vois aujourd'hui. Tu passes de ChatGPT à Claude, à Mistral. D'ailleurs, tu sais même plus très bien Non, mais c'est vrai, tu sais plus très bien. C'est vrai. Et par contre, comment on fait en sorte que Spotify soit le leader mondial de la musique grâce à l'intelligence artificielle? Comment on fait pour que Doctissimo ou Doctolib soient les leaders mondiaux de la médecine en ligne grâce à l'intelligence artificielle? Comment on fait pour que, Cocorico, Renault demain soit un des leaders mondiaux de l'automobile grâce à l'intelligence artificielle? C'est là où ça va être intéressant. Parce que si tu es de ce côté-là de la valeur, c'est là où tu gagnes ta souveraineté et tout ce qui va avec. Il est temps de passer à notre Minute Toqueté. Alors, on l'attend. Je vois que tu l'attends depuis un moment. Donc, la Minute Toqueté, c'est très simple. Le principe, c'est tu vas répondre aux questions au tac au tac que je vais te poser. Donc, tu vas avoir le choix entre deux. Tac au taquet. Tac au taquet. Ouais, presque ça. Bravo. T'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Elon Musk ou Emmanuel Macron? Emmanuel Macron. Mark Zuckerberg ou Fujisimo? Fujisimo. Sundar Pichai ou Christelle Edman? Pichai. Une tech pour tous ou une tech pour experts? Pour tous. Donner la parole à tout le monde ou choisir qui s'exprime?
Choisir qui s'exprime pour que ce soit de qualité. Montrer le futur ou le questionner? Alors les deux, mon capitaine. Les deux. Innover vite ou prendre le temps de réfléchir? Ce serait bien de prendre un peu plus le temps de réfléchir. Faire grandir ou faire mieux? Pour moi, c'est dur de faire grandir sans faire mieux. Donc, je suis désolé, je ne vais pas choisir. Voilà. Impact ou business? Impact dans le business et business dans l'impact. Inviter tout le monde ou savoir dire non? Savoir dire non. Faire du bruit ou faire passer un message? Faire de la musique, peut-être. Non, faire passer un message, c'est très important. L'IA une chance ou un risque? Évidemment, les deux aujourd'hui, mais je pense une chance. Et pour finir, basket ou bottes rose à paillettes? Rose à paillettes, évidemment. Alors, on l'a évoqué en introduction, c'est la 10e édition de Vivatech, donc une édition anniversaire. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments en avant-première sur cette édition qui a lieu dans une semaine? Déjà, je peux vous dire qu'on va avoir sur scène des speakers absolument incroyables, comme par exemple le patron d'Adobe qui va venir nous faire une masterclass. Ça va être extraordinaire. Donc ça va être génial. Je peux te dire que ça va être plus grand, mais justement un peu comme ta question, surtout ça va être mieux, parce qu'il va y avoir plein de nouveautés sur des mises en relation, sur le business, sur des side events, et ça c'est quand même l'objectif de Vivatech. Et puis surtout, ces 10 ans, on n'est pas là pour célébrer Vivatech, on est là pour célébrer l'innovation et les innovateurs. 2 belles nouveautés, les Vivatech Bloomberg Awards qu'on va lancer pour la première fois. Donc ça va être à la tech, ce que les Oscars sont au cinéma et ce que le Ballon d'Or est au foot. Les Bloomberg Awards. Les Vivatech Bloomberg Awards, parce qu'on les fait avec Bloomberg. Et surtout, quelque chose qui, pour moi, incarne vraiment l'esprit de Vivatech pour ces 10 ans. C'est un cadeau qu'on fait à l'écosystème, qu'on fait au grand public. On va venir sur les Champs-Élysées. Il va y avoir une piétonisation le 14 juin, là, dans 3 jours. Les Champs-Élysées vont être ouverts à tout le monde et on va faire une exposition spectaculaire d'innovation pour que le grand public se dise « Waouh, c'est incroyable !» et que l'écosystème se dise « Notre place, c'est sur les Champs-Élysées. » Moi, je suis prête à venir. Je crois que samedi, c'est pour moi, avec on t'attend, c'est le dimanche 14. Alors, je voudrais juste qu'on termine avec une question de quelqu'un qui connaît très bien. Encore ? C'est la deuxième question spécialement pour toi. J'espère que c'est pas mal. Qui va plutôt partir sur Vivatech, la suite, la marque. Et je t'invite à écouter Guillaume Pépi. Bonjour François. Vivatech, c'est un formidable succès. C'est le premier événement européen, je crois, de sa catégorie. Mais la question que je me pose, c'est quels sont les next steps? Est-ce que c'est de voir toujours plus grand, de grossir? Est-ce que c'est de faire des petits? Ou est-ce que c'est d'inventer des choses nouvelles? Et j'aimerais bien avoir ta réponse là-dessus. Et puis, peut-être plus personnellement, tu es quelqu'un de la marque. La marque Vivatech existe et c'est déjà absolument formidable. Mais le contexte a complètement changé, le contexte de la French Tech, le contexte économique et géopolitique. Alors, vers où va la marque Vivatech? C'est une question que je me pose également. Alors, qui est quelqu'un d'important dans ton parcours? C'est quelqu'un de très important. Moi, je suis très... ça me fait très plaisir que tu aies pensé à lui et qu'il ait eu la gentillesse de le faire. Moi, j'ai été pendant 5 ans directeur de la communication de voyagesncf.com. Et le président Pépi, pour moi, sera toujours le président Pépi, a vraiment été un dirigeant absolument extraordinaire, visionnaire, qui nous a toujours poussé à faire mieux pour cette entreprise SNCF qui est extraordinaire. Donc ça me fait très très plaisir qu'il ait pris ce temps-là et je lui dois beaucoup. Donc je vais peut-être lui répondre. Lui donner sa réponse. Alors, il y en a 2 questions en une. Il y en a 2. Alors en plus c'est en fin d'émission, elles sont très dures. Non, sur la suite de Vivatech, je pense que justement, ces 10 ans, je touche du bois pour que ça se passe bien normalement. C'est de se dire, voilà, c'est peut-être le moment où on était un gamin, on devient un peu ado. Justement, ouvrons-nous des opportunités. Peut-être, est-ce qu'on amène Vivatech ailleurs? Est-ce qu'on se dit, avec ce qu'on sait faire pendant 4 jours, peut-être qu'on pourrait le faire tout le reste de l'année. Après tout, on est une plateforme de rencontre. Voilà, aujourd'hui, on se dit, on a les reins assez solides, on sent qu'il y a des gens qui nous font confiance, qui nous disent, allez-y, donc on va enfin s'autoriser à penser à tout ça. Et c'est très excitant. C'est très excitant. Voilà. Et la marque, moi, j'aimerais que Vivatech devienne une marque, vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que pour les gens, c'est un événement. On a réussi à leur faire
comprendre que ce n'était pas un salon, Oui. mais que c'était un événement, c'était une expérience. Et je pense que si on arrive, comme Guillaume Pépi le propose, à faire d'autres choses hors de la porte de Versailles, à d'autres moments sur notre ADN, les gens vont se dire, c'est plus qu'un événement, c'est vraiment une marque. Et là-dessus, moi, ce que je regarde avec énormément de fascination et d'admiration, c'est ce qu'a fait le World Economic Forum. Oui. Parce que c'était un événement, c'est devenu une plateforme, et aujourd'hui, c'est une communauté. Alors, ils sont plus vieux que nous, etc. Mais le temps est important. C'est tout ce que je souhaite à Vivatech, vraiment. Merci beaucoup François, merci pour cet échange. Merci à toi, merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. Vivatech, on le dit, c'est la semaine prochaine, c'est du 17 au 20 juin. Et le 14 sur les Champs-Élysées. Et le 14 sur les Champs-Élysées. Alors si vous y êtes, ouvrez l'œil, échangez, questionnez. Et si vous suivez à distance, intéressez-vous et faites votre propre idée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Tocate, à vous de jouer.